Salut à tous, si vous aimez les livres, vous le savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire, le CFR du libraire. Restez avec nous, des essais, des romans, des livres, des BD. Et bien voilà, c'est tout ça, c'est pour vous, vous allez pouvoir vous régaler, c'est parti. Salut à tous les deux, bienvenue Karine Suissa, la nouvelle recrue de Vice Versa. Bienvenue, on est content de vous avoir. Merci. On attendait de vous avoir. Hein? On attendait de vous entendre, de vous voir. Oui. On est content. Oui, moi aussi, je suis très contente. Voilà, Julien, bonjour. Bonjour, Cathy. On est toujours content de vous voir, Julien, et surtout de vous écouter. Alors, on va laisser l'honneur aux dames pour commencer. Karine, donc, vous nous avez concocté, en tout cas choisi plusieurs livres. On va commencer avec un livre, il faut bien le dire, qui s'appelle Chanson douce, mais qui est un peu quand même angoissant, puisque c'est l'histoire d'une nounou qui va assassiner les deux enfants qu'elle garde. Alors, dit comme ça donne pas trop envie. Mais on découvre un livre magnifique. C'est un livre magnifique. C'est un livre phare, à mon avis. On peut parler de Leila Slimani. Bah oui, c'est l'auteur, donc allez-y. Alors, donc, Leila Slimani, c'est une jeune auteure franco-marocaine. Elle a grandi à Rabat. Elle a été au lycée français de Rabat. Sa mère était franco-algérienne et son père marocain. Donc, elle a grandi en France ? Non, elle a grandi à Rabat. Toujours à Rabat. Elle a passé son bac à Rabat, donc elle est vraiment marocaine, quoi. Elle est venue après. Mais elle a grandi dans une atmosphère francophone. Elle est arrivée à Paris en 1999. Et là, elle a été à Sciences Po. Elle a fait les cours Florent aussi. Elle s'est essayée à la comédie, au théâtre. Et puis aussi une école de commerce. Bon, enfin, elle est assez diplômée, quoi. Assez diplômée. En plus, elle a eu le Goncourt quand même en novembre 2016. Donc, voilà, c'est pas n'importe qui. Oui, et ce livre elle a eu le Goncourt, donc avec ce livre, Chanson douce, qui est que son deuxième roman. Depuis, elle en a écrit quelques-uns, dont le dernier qui s'appelle Simone Veil, mon héroïne. Ok. C'est-à-dire, pour la petite histoire, voilà. Donc si on a envie alors apparemment ça nous donne quand même envie de la découvrir, elle, et plus particulièrement ce bouquin. Pour ceux qui, je sais pas, dites-nous un peu. En fait, j'ai découvert ce bouquin... Faites-nous moins peur. J'ai découvert ce bouquin, justement, comme par hasard, la semaine où a éclaté en Israël ce drame d'une nourrice privée dont on a découvert qu'elle avait maltraité les petits-enfants à la maison. Et puis alors, ça a créé un traumatisme en Israël, on en a parlé, etc. Et puis j'ai commencé ce livre cette semaine-là, comme ça. Et c'est vrai que si le livre commence sur une tragédie, un crime, et que ça fait vraiment thriller au début, quoi, puisque le livre commence sur la scène de crime de cette nourrice avec ses deux petits-enfants dont elle s'occupe. Et en fait, c'est la mère qui découvre le crime en rentrant du travail. Donc ça, c'est très fort, évidemment. Ça fait hyper thriller. Maintenant, tout de suite après, en fait, le livre, ça va être le récit, le flashback du récit qui a abouti au crime. Donc on glisse vers un roman psychologique plus. Exactement. D'accord. Heureusement, roman psychologique très très bien écrit. Bon. Il faut le dire. Très très bien écrit. Vous avez aimé ? Oui. Non, j'ai aimé parce que c'est le sujet, en fait, le sujet central, et d'ailleurs c'est apparemment l'engagement de Leila Slimani dans tout ce qu'elle écrit, c'est la maternité, la condition de la femme. Les nounous comme mère de substitution, c'est un peu le thème du... Voilà. Donc ça se passe à Paris, le roman se passe à Paris, dans un couple qu'on dit bobo. Alors bobo, j'ai été chercher parce que moi, je n'étais pas très à la page. Et donc, j'ai découvert ce terme qui est en fait une diminution de bourgeois bohème. Alors, ça veut dire en fait que économiquement, ils seraient plutôt à droite, ces gens-là, mais idéologiquement à gauche, avec une grande... je veux dire, dans leur façon de vivre, un attachement au bio, à tous les des couples bobos. Et alors, la grande mode à Paris, avec ces couples bobos, c'est d'avoir une nounou, une mère de substitution, puisque les femmes, maintenant, veulent faire leur carrière à 100%. Et donc, la nounou devient la mère de substitution totalement. Bon, alors ça, c'était le premier livre, Chanson douce de Leila Slimani. J'espère que ça vous aura donné envie de le lire. Alors, Karine Suissa, on continue avec L'envie d'y croire, un roman d'Eliette Abécassi. C'est le journal d'une époque sans foi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une époque sans foi, Karine ?
Eh ben, c'est l'époque dans laquelle on vit, apparemment. Hein. C'est un sujet très d'actualité. Beaucoup de philosophes, de sociologues, d'économistes commencent à écrire sur ce sujet vraiment. Donc, Eliette Abécassis, c'est un incontournable. Elle est philosophe. Il fallait aussi qu'elle parle du sujet, puisqu'elle-même se pose réellement ces questions, elle ne nous cache pas qu'elle est tombée dedans, que ses enfants sont tombés dedans. Tombés dedans dans quoi? Tombés dedans dans le sens où ils sont devenus aussi esclaves des technologies modernes. Et donc Eliette Abécassis, je pense que on la présente plus vraiment, mais bon, on peut quand même. Ceux qui ne savent pas. Bon, Eliette Abécassis elle vit en France. Elle vient d'une famille séfarade orthodoxe. Elle a grandi à Strasbourg et d'un père philosophe et penseur renommé et une mère qui était professeure de psychologie pour l'enfant. Elle a fait un parcours vraiment. Armand Abécassis, oui. Elle a vraiment fait un parcours sans faute, de Hippocagne à l'agrégation de philosophie. Et puis après, elle a enchaîné sur romans, essais et tout ça, des romans plus intimistes que d'autres, où vraiment elle a pris comme cheval de bataille la défense des droits des femmes, etc. Voilà, pour le coup, dans celui-là, elle critique notre société et elle se met vraiment dedans, quoi. Ça veut dire qu'elle aussi, elle n'a pas honte de dire. Elle se pose les questions avec nous, quoi. Comment on peut faire quel remède il y a à trouver pour ça? Alors, évidemment, elle va, en fait... elle va essayer de décortiquer tous les aspects de nos vies qui sont touchés par ce phénomène, qu'elle appelle GAFA. Google, Amazon, Facebook et Apple. Je pense que beaucoup de ceux qui nous écoutent se seront reconnus. Julien aussi ou... Moi, pas trop, Julien. J'essaye de... Il résiste. Il y a des résistants. Il y a des résistants. Oui, alors alors les effets pervers désastreux, alors c'est sur nos enfants, c'est aussi, elle parle beaucoup de la transformation des rapports amoureux, du rapport à l'amour, à l'autre. Elle parle aussi du temps qui s'accélère, de l'appauvrissement du système d'éducation, enfin tout ce qui va résulter de ça, et aussi en politique la montée des extrémismes qui vont redonner du sens au sacré. Malheureusement, c'est-à-dire que ce sont les extrémistes qui vont qui vont redonner du sens au sacré. Elle parle d'un monde en marche avec Macron qui marche tout droit, sans regarder ni à droite ni à gauche, mais finalement qui va droit dans le mur. Elle critique. Oui. Elle dit carrément ce qu'elle pense. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit extrait du livre? Alors, oui, ce qui est intéressant, c'est, moi j'ai bien aimé la comparaison qu'elle fait entre Google et Golem. Et le Golem, elle-même a écrit un livre qui s'appelle Golem. Exact. Alors, je lis ce petit extrait. Google, un nom proche de celui de Golem, une créature d'argile inventée au XVIe siècle par un éminent talmudiste et scientifique. Le Maharal de Prague a, dit-on, créé cette machine d'une forme surhumaine qu'il pensait parfaitement gérer avant qu'elle le renverse. Le golem était destiné exclusivement à la défense des Juifs contre les attaques et les pogroms. Même si la tentation était grande, il ne pouvait être utilisé dans un cadre domestique, sous peine d'introduire un grand désordre dans la maison. Selon la légende, lorsque Perle, l'épouse du Maharal, profitant d'un moment d'inattention de son mari, l'utilisa pour l'aider dans ses tâches ménagères, le golem devint fou au point de tout détruire. De plus en plus intelligent et donc autonome, il finit par se retourner contre son créateur. Le savant n'eut alors plus d'autre choix que celui de le débrancher, de le désactiver et de le faire retourner à son état premier, la matière inerte. Voilà, c'est ce qui nous attend, quoi. Et donc, ouais, ça va être mal, hein, ça va pas le faire, hein, mais bon, on verra bien. En tout cas, c'est intéressant de réfléchir sur ce genre de questions. Alors là, on continue avec un autre livre, c'est celui de Meira Barrère, Comme un tison sauvé du feu, dont on a parlé sur cette antenne. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on va pouvoir le trouver à la librairie Vice Versa parce que vous donnez un coup de pouce aux auteurs locaux et ça, c'est sympa, vraiment. Ben oui, moi je pense que quand un auteur local pousse l'apport de la librairie, c'est magique. C'est magique parce que on les a en chair et en os avec nous. On a vraiment et le but c'est vraiment d'essayer de découvrir ce qu'ils écrivent et puis de les aider aussi
servir une histoire de plateforme. incroyable. Elle a été, on va dire, elle avait 9 mois quand elle a été sauvée de la rafle du Veldiv. Enfin, elle a été raflée, mais elle a réussi par ses braillements à sauver sa mère et elle par la même occasion. Donc, une belle histoire avec beaucoup d'espoir. Voilà. Oui, moi, ça m'a beaucoup plu cette histoire parce que, en fait, Meïra, à l'âge de ma maman, qui était aussi dans l'après-guerre parisienne, la post-Shoah, et donc elle retrace l'atmosphère de ce Paris après la guerre. Dans son cas, elle était dans le quartier de Montmartre, où elle était la petite livreuse de pain dans les cabarets, et dans une famille, en fait, amputée, meurtrie, blessée, en post-trauma, aucun dialogue, rien du tout. Mais quand même, elle va... Ce que j'aime dans son livre, c'est la manière dont elle va ouvrir tous ces petits tiroirs les uns après les autres, les tiroirs de sa mémoire, comme elle dit. Pour remonter le fil et pour essayer extrêmement courageux. Ouais. C'est extrêmement courageux. D'ailleurs, ça lui a pris du temps. Et donc, c'est tout ça pour faire un travail de transmission, d'abord à ses enfants, à ses petits-enfants, et puis éclairer, d'ailleurs, son nom Meïra, l'éclaireuse, éclairer les générations à venir, puisque en faisant ce travail de réparation sur elle-même, en allant de ce Paris des sombre jusqu'à Jérusalem, enfin la lumière, et en faisant ce travail de réparation, de retour aux sources, finalement, elle va aussi réparer un petit peu le monde. Et tout ces... ça vous a plu. Voilà. Ça m'a beaucoup plu. Je l'ai pris personnellement. Eh ben, on l'a compris. C'est super. Donc, c'est tant mieux pour elle et vous encouragez la lecture. C'est un très joli livre. Ok. Alors, ça, c'était la partie de notre amie Karine. Julien, bonjour. Je me tourne vers vous. Voilà, vous nous avez écouté sagement. Bien sûr, comme toujours, des livres assez originaux, souvent d'auteurs prestigieux, mais pas toujours connus de tous. Et là, vous allez nous présenter un livre qui s'appelle Insoumis, écrit par Todorov. Tout le monde ne connaît pas, mais ce livre vous a plu beaucoup. Énormément. Tsvetan Todorov est né en Bulgarie en 1939. Ouais. Il est connu surtout pour ses travaux sur le langage, la littérature. Moins pour ses romans. Alors, il n'a pas écrit de romans, mais là, c'est ce livre Insoumis. C'est une biographie une mini-biographie de 8 personnalités du XXe siècle ou du début du XXIe siècle. Et on parlait de résistance tout à l'heure par rapport aux technologies. Là, c'est 8 personnalités qui ont, à un moment de leur vie, eu le courage de dire non à un pouvoir ou un système qu'ils jugeaient immoral ou illégitime. Alors, des personnalités très diverses, Malcolm X, Mandela, Boris Pasternak et bien d'autres, voilà, enfin encore 5 autres. Donc, ils se sont opposés, c'est ça ? Voilà. Ils se sont levés, ils ont dit non. On n'est pas d'accord. Voilà. Alors, il explique que ça ne s'est pas fait forcément pour tous de la même manière. C'est 8 personnalités différentes, chacune avec sa psychologie, chacune avec sa philosophie de vie. C'est des gens finalement à la base très ordinaires. Ils ne se sont pas vus en héros résistants comme ça toute leur vie. Et à un moment, ils ont senti que, comme on dit en hébreu, adkan. Il y a une limite à ce qu'on est prêt à accepter. C'est ça qu'il analyse, Todorov, c'est le moment où ça bascule. Voilà. Pourquoi ça bascule ? Pourquoi ça bascule ? Et ensuite, comment ces personnages vont agir en conformité avec leurs idéaux. Alors, il explique bien, c'est pas des saints. C'est pas parce que à un moment donné, on a décidé de résister qu'on devient un saint. C'est des gens c'est des êtres humains qui ont leurs faiblesses, leurs contradictions, qui sont, pas forcément toujours en droite ligne avec leur idéal, mais qui agissent au mieux d'après ce qu'ils pensent être le bien et le juste. Okay. Et c'est vraiment, je pense que c'est un ouvrage qui mérite le détour. Qui mérite d'être lu et relu aujourd'hui. Ok, ça nous donnera une autre perspective sur ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà. Ouais, ça va nous donner envie de dire Adkan, nous aussi. Bon, en tout cas, ok, on vous suit, on suit toujours vos recommandations, mon cher Julien. Alors, vous avez choisi un autre livre. Alors, pour le coup, là, c'est vraiment un roman que vous qualifiez d'extraordinaire et qui s'appelle Confiteor de Yomé Cabré. Alors, Confiteor, on s'interroge déjà sur le titre, de quoi ça va parler. Apparemment, c'est un peu historique, comme ça passe plusieurs périodes différentes. Et vous avez adoré ce livre. Oui,
Alors confiteor, c'est du latin, ça veut dire je confesse. Okay. Et en fait, c'était le début de la formule consacrée à l'époque de l'Inquisition, quand il fallait confesser ses fautes. Et en fait, ce roman, donc je crois que ça se prononce Jaume Cabré, le nom de l'auteur, c'est un catalan. Il passe effectivement c'est un roman d'amour, d'amitié, il y a une histoire extrêmement forte, avec notamment un des protagonistes qui est le violon de manière générale et un violon en particulier qu'on retrouve tout au long du roman. Mm-hmm. Et en fait, ça se passe effectivement sur plusieurs périodes. On passe de l'Inquisition espagnole au Barcelone des années 50, en passant par l'Allemagne nazie. Et c'est extrêmement bien fait parce que parfois, au détour, dans une même phrase, on passe d'une époque à l'autre. C'est-à-dire que la phrase commence, on est dans l'Inquisition, et elle se termine, on est dans l'Allemagne nazie. Voilà, c'est extrêmement bien fait. On se laisse prendre dans le jeu littéraire et le voyage comme ça à travers les époques, c'est magnifique. Voilà, et puis bien sûr, comme tout bon roman, il y a des éléments d'amour, d'amitié très forts. On est embarqué dans l'histoire. Bref, ça vous a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. Je l'ai lu il y a un moment et là je l'ai reparcouru pour essayer de trouver des extraits, mais je me suis dit c'est tellement... Il y en a trop, c'est pas possible. On peut pas le lire comme ça un extrait. Il faut vraiment se plonger dans le livre. Il faut rentrer à l'intérieur de ce roman. Ok, alors on essaiera, bien sûr il est en vente chez Vice-Versa, très bien, donc on essaiera d'aller, en tout cas j'espère que vous allez aller l'acheter, pourquoi pas. Et puis on va finir avec un roman, alors, je ne sais pas si on peut dire un roman graphique ou une BD, ou bref, en tout cas c'est imagé et c'est un livre qui s'appelle 45 tours rock d'Hervé Bourris. Voilà, alors c'est pas vraiment une BD. Hervé Bourris est dessinateur de BD, mais il est aussi fan de musique rock. Il a écrit plusieurs livres, dessiné en tout cas plusieurs livres sur cette musique, le petit livre des Beatles, le petit livre rock. Il a aussi écrit des livres sur l'histoire de la Ve République. Il a dessiné une série qui s'appelle Naguère les étoiles, une sorte de parodie de la guerre des étoiles. Et là, en fait, 45 tours rock, il revisite un peu l'histoire du rock à travers 45 tours. Alors, voilà, c'est ça. On a les pochettes des 45 tours et puis on a des explications sur l'époque, sur le titre. On va peut-être montrer des planches à l'image. Mais vous avez beaucoup aimé, quoi. J'ai beaucoup aimé. Peut-être juste expliquer ce qu'est un 45 tours, parce que je pense que les plus jeunes qui nous écoutent ne le savent pas. Avant Spotify et iTunes, il fallait aller acheter la son musique disque sur un support physique. Et avant même les CD, il y avait donc les disques vinyles, ce qu'on appelait les micro-sillons. Et le format le plus connu, c'est le 33 tours, qui comportait entre 6, 8, 10 chansons selon la longueur des pistes. Et le 45 tours, c'était un format où il y avait une chanson par face, donc deux chansons. C'est ce qu'on appelle en fait le single. C'était un groupe sortait un album, et pour donner envie d'acheter l'album, il sortait un single qui était moins cher, donc le 45 tours. On pouvait écouter une ou deux chansons. Donc là, ça revisite un peu l'histoire du rock'n'roll. Voilà, donc c'est les 45 tours phares. On retrouve les Buds, les Stones, les Beatles, tous les groupes qui ont fait l'histoire du rock. Bon, c'est un choix très personnel bien sûr. qu'il fait, Hervé Bourris. Et c'est extrêmement bien fait parce que à chaque fois, il dessine la pochette du 45 tours. Et on apprend une foule de choses, plein d'anecdotes sur l'histoire, comment la chanson a été écrite, l'histoire du groupe. C'est toujours intéressant de savoir d'où vient la chanson. C'est passionnant si vous aimez la musique. Merci en tout cas Julien. J'espère que ceux qui vous suivent, et ils sont nombreux, de plus en plus nombreux, j'ai quelques commentaires en me disant mais comme il parle bien des livres, seront contents d'aller acheter ces livres que vous nous avez conseillés ce matin. Karine, merci beaucoup. Merci. C'était une première et c'était très sympathique. On vous retrouve prochainement. À bientôt. Lisez évidemment et continuez de profiter de vos vacances. Ciao, ciao.